Bien, bonjour d'abord à toutes et à tous, bienvenue. Je crois que vous avez tous un petit document qui est le fil conducteur de nos débats, puisque on nous propose 4 thèmes, et on m'a dit d'introduire, mais très brièvement, notre débat. J'imagine honnêtement qu'au-delà des 4 thèmes qui sont proposés sur les finances, on fera forcément un peu écho, non pas promotion, mais écho des débats qu'il y a pu y avoir hier à l'AMF, bon, qui ont un certain intérêt, qui méritent peut-être quelquefois des clarifications qui viennent éclairer ou obscurcir, selon ce qu'on en pense, mais qui sont, me semble-t-il, utiles dans le débat, puisqu'on est dans cette phase d'éventuelle alternance. Au-delà de ça, on a 2 principes, je crois, qui animent nos préoccupations. Le premier, c'est qu'on mette un terme à la baisse de nos ressources. Comment? On en débattra. Mais on a vécu depuis quelques années l'érosion de nos ressources. Et je dis souvent, c'est comme le régime. On avait des économies, mais les premiers kilos ne sont pas trop difficiles à perdre. Les suivants sont un peu plus difficiles à gagner. Hein? Et deuxièmement, que l'État arrête de prendre des décisions à charge des collectivités locales. Voilà, ces deux idées simples qui sont en introduction et à partir desquelles, alors ce qui vous est proposé, c'est quatre débats. Moi, je suis fidèle au papier. Mettre en place la thématique de la loi de finances dédiée aux collectivités locales, le remplacement éventuel des dotations par de la fiscalité transférée, le troisième sujet qui est la péréquation, et puis le quatrième qui est l'affaire des transports urbains, dont on a souhaité qu'il y ait un échange. Je crois que c'est sur ces 4 sujets, et puis éventuellement à cette occasion greffer tel ou tel élément du débat qui est né hier à l'AMF. Je remercie du reste l'AMF d'avoir provoqué cette journée. Elle est intéressante et éclairante. Voilà, je n'en dis pas plus à ce stade. Est-ce que c'est ceux qui m'entourent, peut-être des choses à ajouter, moi Bon, non, mais comme vous voulez. Bon, donc on est d'accord. D'abord, est-ce qu'on est d'accord sur le cadrage, sur aborder les 4 points, et sur lesquels on peut greffer, au bout du compte, du reste, bon, c'est pas mal. C'est l'avantage du petit propos introductif. Ça permet à tout le monde d'arriver. J'ai toujours pensé que c'était la seule fonction du propos introductif. Donc, on enchaînerait tout de suite sur l'affaire de la loi de finances dédiée aux collectivités locales, avec une première préoccupation que ce ne soit pas pour autant l'ONDAM, c'est-à-dire la régulation nationale des dépenses des collectivités locales, ce qui a expliqué pendant un certain temps la réticence qui a été la nôtre à l'égard d'une loi un peu équivalente à celle de la sécurité sociale. Et deuxièmement, par contre, que ça mette fin à ce qu'on appelle les cavaliers budgétaires dispersés. On apprend un jour que c'est le VT qu'on a touché, on apprend un autre jour que c'est une exo non compensée qui a été décidée, et que tout se passe. Et ça, c'est une garantie au niveau de la loi de finances. Voilà les deux préoccupations contradictoires. La première qui a conduit à être prudent dans un premier temps à l'égard de toute idée d'une loi, et la deuxième qui nous a plutôt convaincus qu'il valait mieux avoir un débat annuel si les choses devaient bouger et que ça ne se passe pas le vendredi soir à 5 parlementaires, 5 députés un vendredi soir pour faire un amendement dont on n'a pas mesuré les conséquences sur les collectivités locales. Bon, voilà, l'introduction sur ce premier point. Tu veux que j'ajoute quelque chose là-dessus ou on démarre sur le premier point? Quelques idées. Moi, je me suis battu pendant des années, lorsque j'étais parlementaire, François s'en souvient probablement, pour que la loi de finances comporte toutes les mesures fiscales qui sont arrêtées dans une année, qu'il n'y ait pas des mesures fiscales tout au long de l'année. Donc, il y a une loi de finances unique, mais elle était tournée régulièrement, débordée par des cavaliers, comme le disait Jean-Claude à l'instant. Bon, donc, on est arrivé peu à peu à ramener en loi de finances ce qui relevait de la loi de finances. Au sein de la loi de finances, il y a encore 30% des dispositions à peu près sont liées aux finances des collectivités locales. Je pense que la proposition que nous avançons, qui consiste à avoir une loi de finances dédiée aux collectivités, est une manière d'abord de muscler, de renforcer le sens de la loi de finances elle-même. La loi de finances, elle traitera de ce dont doit traiter une loi de finances, des grandes masses, des grandes répartitions entre les grands intérêts du pays, etc., entre les grandes préoccupations qu'on doit avoir. Et puis, ce qui relève strictement d'une loi de finances, fiscalité des ménages, etc. Fiscalité nationale.
Tout ce qui touche aux collectivités locales était dispersé tout au long du débat sur la finance. Et comme le disait Jean-Claude à l'instant, ça arrivait le vendredi soir quand il n'y avait plus que les Parisiens qui étaient en séance, ou je ne sais quand, ou à la limite, tout ça était distillé de loin en loin. Donc ceux qui essayaient d'avoir une vue un peu cohérente, un peu coordonnée de ce qui concernait, de tout ce qui touchait aux finances locales, n'y arrivaient pas. Il fallait être là au bon moment, et puis on traitait de sujets particuliers sans qu'il n'y ait jamais une vue d'ensemble. Donc arriver à restaurer, à retrouver un lieu où les parlementaires ont comme seul souci d'essayer d'assurer la cohérence de ce qui sera le pain financier quotidien des collectivités locales, c'est une bonne chose. Je pense que c'est indispensable. C'est bon pour la loi de finances et c'est bon pour les collectivités locales et ça sera bon pour ce que sera cette loi de finances dédiée. Je pense que par ailleurs, c'est une bonne manière d'arriver à mettre en cohérence ce qu'est la trajectoire des finances nationales, des finances publiques, et dans le cadre de cette trajectoire, ce qu'apporte ou la manière de vivre les finances locales. Je pense que c'est une bonne manière aussi de rappeler régulièrement le principe de la libre administration des collectivités locales. C'est quand même quelque chose d'important. Ce qui n'était pas... On n'avait jamais l'occasion de le rappeler quand on traitait ça de loin en loin, un peu sur un coin de table, de sujet en sujet. C'est quand même l'occasion d'arriver à retrouver, là aussi, à dire, attendez, il ne faut pas, si les recettes des collectivités locales baissent, si leurs dépenses augmentent, si les normes augmentent, se durcissent, etc., il y a un moment, il faut pouvoir dire tout ça ensemble. Il faut pouvoir ensemble voir ce que sont nos objectifs, ce qu'attendent nos administrés, contribuables par ailleurs, et ce que nous pouvons essayer de proposer. Alors, je reprends, tu faisais écho au débat d'hier, rien que pour montrer qu'on a le souci cet après-midi d'essayer d'être très concret, je reprends l'exemple de la fameuse affaire des 10% de l'exonération de la taxe d'habitation, de 80% de la taxe d'habitation. J'ai le sentiment hier que dans la salle, mais y compris chez ceux qui parlaient, le distinguo entre compensation et dégrèvement n'est pas très clair. Je suis à peu près certain que je ne porte pas de jugement sur la mesure en soi. Je dis simplement, je reviens sur les conditions dans lesquelles elle a été débattue et sur ce qu'on peut en déduire. L'idée de dégréver, c'est-à-dire que les collectivités continuent à fixer le taux 80% d'un impôt, ça veut dire que pour l'État, il va devoir payer quelque chose dont lui, pour le coup, ne maîtrisera plus du tout le coût, puisque 80% sont fixés par le taux sera fixé par les collectivités. Donc ça, c'est insupportable pour Bercy. Donc ça ira pas très loin. Et forcément, on va avoir un nouveau débat avec Bercy. Dans ce contexte, si on traitait ce genre de questions, et j'espère que ça sera rapidement le cas, si on traite ce genre de questions dans un ensemble cohérent dans le cadre d'une loi de finances pour les collectivités, à ce moment-là, on pose vraiment la question et on va arriver tôt ou tard à l'idée de savoir si comme on a besoin de simplifier notre système est devenu complètement fou. Et j'aurais dû dire en priorité que pour moi, la première chose à faire, c'est de simplifier le système. Les franciliens qui sont ici le savent, on a même été encore plus loin qu'on n'était jamais allé et nulle part allé. On est arrivé à un système totalement kafkaïen. Bon, il faut simplifier. Mais dans ce contexte, l'affaire de la taxe d'habitation peut être posée de manière constructive si on la pose dans ce contexte global. Et à ce moment-là, on va peut-être arriver à l'idée qu'il faut dédier le foncier bâti aux collectivités locales. Il faut, comme on a commencé à faire affecter de la TVA aux régions, pourquoi pas de la CSG au département, etc. Enfin, ce type de questions pourrait être posé. Je ne sais pas, le Parlement, dans sa sagesse, mènera le débat à son terme, mais je pense que c'est bien que le débat ait été lancé ces jours-ci parce que ça pose beaucoup de questions. Je dis que si on arrive à le conduire dans le cadre d'une loi de finances des collectivités, on le conduira de manière beaucoup plus sage, plus constructive. Je ne sais pas où on arrivera, je lance des pistes au hasard à l'instant, mais on arrivera, je pense, à quelque chose dont on n'aurait pas idée si on en traitait dans la loi de finances actuelle, parce que c'est impossible d'avoir un débat de ce genre dans la loi de finances actuelle, et dont, au passage, devrait nous permettre au passage d'arriver à un peu plus de cohérence dans la réflexion, de coordination, de sagesse, et en allant à l'essentiel. Pour le moment, on ne va jamais à l'essentiel quand on parle de fiscalité des collectivités locales. Là, j'espère qu'on pourra y aller et qu'on pourra simplifier. Je voulais juste enchaîner, si tu le permets. 3 points. Moi aussi, bien sûr, on a eu ces discussions en amont. Je suis d'accord pour une loi spécifique sur les finances des collectivités locales. 3 remarques quand même complémentaires. La première, il faut que de tels débats soient agrémentés pour les parlementaires de toutes les simulations nécessaires pour que les décisions soient prises dans de bonnes conditions. Je vais prendre un exemple précis. Il vient de se produire. Il s'agit du FPIC.
Quand il y a modification des périmètres des intercommunalités, vous modifiez les conditions, vous ne gelez pas, et vous demandez au moins à avoir les simulations nécessaires pour savoir ce qui va se passer avec le périmètre qui change des intercommunalités. Quelles conséquences ça va avoir sur le fonds de péréquation? Pas de réponse, le gouvernement s'y oppose, et c'est le gouvernement qui l'emporte. Parce qu'il n'est pas capable de nous fournir la documentation étayée. Je connais, donc voilà. Donc ça, je veux dire, on peut avoir une loi de finances, c'est une bonne chose, à condition qu'on ait les simulations nécessaires demandées à chaque fois. Parce que sinon, c'est toujours Bercy qui l'emporte. Je voudrais le dire, premièrement. Deuxièmement, il faut aussi maîtriser les évolutions des points d'indice de la fonction publique territoriale. Parce que les décisions qui sont prises une fois que les budgets sont votés, c'est arrivé 2 fois dans notre histoire récente, les décisions de modification du point d'indice qui sont prises après que les budgets soient votés obligent à des modifications profondes des décisions budgétaires qui ont été prises lors du vote du budget primitif. Donc ça, c'est un sujet. Il a été vaguement abordé hier, mais enfin, pas le temps d'entrer dans le détail de tout, mais c'est un vrai sujet. Séparation des fonctions publiques, enfin bon, c'est pas simple, c'est pas un sujet qui est simple, hein. Et en plus, ça se fait en général dans le dialogue social. Donc c'est un deuxième problème. Troisième sujet, expliquer les différences. Tu as commencé à le faire, Denis. Moi, je n'ai pas compris ça sur les 80% d'exo, de dégrèvement qu'annonce un candidat hier. Je n'ai pas compris que c'était avec des évolutions de taux. J'ai compris que les modifications de taux n'allaient jouer que sur les 20% restants. D'accord, ça veut dire que l'autonomie se réduit puisque nos modifications de taux ne vont jouer que sur les 20%. En plus, c'est un leurre de dire 80% parce que 80%, c'est pas vrai ça serait vrai pour une France uniforme. Mais bien évidemment, vu que c'est sous condition de ressources, ça veut dire que c'est pas du tout la même chose. Vas-y. Il y a eu peut-être une toute petite responsabilité sur cette question. Et Dieu sait. Alors d'abord, ça a l'air de rien, mais prononcer le mot de dégrèvement et non pas d'exonération, c'est une grande différence. Car nous savons qu'il y a aujourd'hui 5 milliards de dégrèvement sur la TH. Et l'État ne s'est jamais permis de le mettre dans les variables d'ajustement. Donc c'est plutôt, c'est pas dans le normé. On a mené quelques fois, il y a eu quelques tentatives, mais honnêtement, c'est pour ça qu'il fallait prononcer le mot de dégrèvement et non pas les mots de compensation ou d'exonération. Ça n'a pas été une bataille facile. La deuxième, parce que, bon, la deuxième, c'est que, effectivement, l'État s'engage à payer à la place, à verser à la place des contribuables dégrevés, à prendre en compte l'indexation et la richesse fiscale, mais tout ceci se fait au taux de l'année où le premier dégrèvement étendu sera décidé. Jusque-là, ça colle. Par contre, on garde le pouvoir de taux, y compris sur la partie dégrévée. Ça, c'est très important. Donc la partie dégrévée n'échappe pas à l'évolution du taux. Il n'est pas du reste impossible, dans le cas des débats ultérieurs, qu'une taxation minimum en TH puisse progresser. Car autant mener une bataille frontale contre une mesure populaire. Parce que ce qui me frappe, c'est que les élus sifflent un peu à Paris, mais quand ils sont rentrés sur leur territoire, je ne les entends pas beaucoup critiquer la mesure. La schizophrénie de ce côté-là est assez forte. Donc, comme ça ne critique pas trop sur les territoires, l'idée d'abord de rappeler que le pouvoir de taux doit rester sur la partie dégrévée et que peut-être un jour, une taxe minimum pour donner de la raison à ce prélèvement sur tous, ce n'est pas impossible. Bon, voilà, en tout cas, le pouvoir de taux est sur la totalité de la taxe dégrévée. J'en termine. Après la précision que tu viens d'apporter, Jean-Claude, sur la taxe d'habitation, bien évidemment, quand on dit 80%, c'est très inégal suivant les territoires. Je voudrais y revenir. Puisque c'est sous condition de ressources. C'est pas la même chose à Chenôve qu'à Neuilly. C'est-à-dire que c'est 80% sûrement à Chenôve, mais je ne pense pas que ce soit 80% à Neuilly. Je prends cet exemple. Donc quand on annonce les choses, il faut
en voir, je me permets de dire ça, hein, mais tu le sais, toi, mais il faut en voir la réalité sur le territoire. D'accord, mais je ne veux pas qu'on laisse penser, il vaut mieux dire les choses avant d'avoir de mauvaises interprétations, qu'on laisse penser que ça serait 80% de manière uniforme sur tout le territoire. À ce moment-là, ce n'est pas sous condition de ressources. Et si c'est sous condition de ressources, ça dépend évidemment de la richesse de la ville, enfin du potentiel fiscal de chaque ville. C'est le troisième élément que je voulais préciser. Voilà, moi, c'est sur cette partie-là. Mais on y reviendra sur les transferts, sur tout ça, puisque c'est donc un bon sujet pour une loi de finances dédiée aux collectivités locales. Oui, à condition d'avoir toutes les simulations, je le redis. François a raison sur un point. Il y a plein de contours, honnêtement. On a bien vu les principes. Alors, faut-il encore que celui qui le porte. Les élections ne sont pas terminées, donc c'était intéressant de débattre avant. Mais c'est vrai que des idées peuvent être bonnes, et si elles sont mal mises en œuvre, nous, la conviction que l'on a, c'est qu'une idée qui peut être pertinente, qui est perçue plutôt positivement. Si elle est bien mise en musique, ça colle. Si elle est mal mise en musique, elle se retourne d'une certaine manière contre ceux qui la mettent en œuvre. Donc la loi de finances, de ce côté-là, a toute sa pertinence, et les contours et les questions que tu as soulevées me semble totalement indispensable à traiter dans le cadre de l'élaboration de cette réforme si elle avait lieu. Juste avant de passer le micro, par contre, ça, par rapport à Denis, ton idée de réouvrir le dossier de la spécialisation des fiscalités, en disant telle fiscalité à telle collectivité ou telle fiscalité à telle autre, vous avez en face de vous le personnage le plus hostile à la spécialisation, puisque une recette n'évolue pas de la même manière qu'une dépense. Et donc, la chance du bloc communal, c'est la diversité de notre panier de ressources. Regardez par rapport aux régions et par rapport aux départements, la bataille qu'on a menée. On est quelques-uns autour de cette table, quelles que soient les majorités qu'on a rencontrées, à nous battre pour qu'on préserve une diversité de ressources, à la fois sur les ménages et en économie. Je pense que préserver cette diversité de ressources est essentiel, parce que nous avons une diversité de dépenses, et le rythme avec lequel les deux diversités évoluent n'est pas le même. D'où l'importance de ne pas indexer une ressource à une dépense. Oui, moi je voudrais ajouter deux petits points, notamment sur le FPIC. Le fait de le traiter dans une loi de finances particulière pour les collectivités nous permettrait peut-être d'avoir les éléments beaucoup plus tôt. Et je vais citer l'exemple de notre métropole qui, l'année dernière, s'est vu multiplier par 4 la contribution, alors qu'en étant prudent, nous avions prévu 2 fois. Ce qui veut dire qu'on a des budgets insincères si on se recalait sur la réglementation telle qu'on doit la faire. Donc ça, c'est quelque chose d'insupportable d'un point de vue comptable. Deuxième remarque, on décide du pouvoir de taux pour la revalorisation des bases le 28 ou le 29 décembre et on ne pose pas la question aux collectivités. C'est vraiment quelque chose d'arbitraire. Et s'il y avait un échange sur ce niveau-là, on pourrait peut-être dire on vous donne des charges supplémentaires, on vous enlève éventuellement des recettes, mais on pourrait jouer sur le taux pour vous permettre, je vais te repasser le micro, pour permettre simplement d'avoir des recettes qui soient conformes à ce qu'on pourrait attendre. Dernier point sur ce que j'ai entendu moi hier. J'ai quand même entendu d'un des candidats qu'il compenserait, mais à compter, soit en dégrèvement, mais bien de la situation au jour où l'opération se ferait, ce qui veut dire qu'avec un risque de réforme de la valeur locative future, qu'en sera-t-il ? Qu'est-ce que cela donnera sur le terrain ? On n'est pas capable, à cette heure-ci, de mesurer l'un et l'autre. On pourrait avoir des gens qui soient complètement exonérés, mais qui ne le seront plus, etc. Même si on s'abat sur le revenu. Deuxième remarque que je voulais faire aussi, on a eu un autre candidat qui poursuit la baisse des dotations à hauteur d'1,5 milliard à peu près par an sur la durée du quinquennat, ce qui serait pour nous insupportable à un moment donné. Juste un mot sur l'indexation des bases, 0,4 cette année. Il y a quand même eu, pendant le débat à l'Assemblée, une intervention qu'il faut inscrire dans le marbre. Car dans 10 ans, on en mesurera toutes les conséquences. Il y a une députée qui a dit le jour où les cumulards ne seront plus là, on ne nous emmerdera pas à défendre l'indexation. Et ça sera 0. Je ferme la parenthèse. Voilà ce que sera le Parlement demain quand nous aurons disparu de ce Parlement. Tu permets Non, mais je suis assez d'accord avec Jean-Claude. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait savoir nationalement pendant longtemps. C'est un des dangers qui nous guette, bien évidemment. C'est un des dangers qui nous guette, et tu le sais bien, André. Voilà, donc on sera obligé de faire des manifestations nous-mêmes
pour aller alerter ces parlementaires qui oublient les collectivités locales. Bien, je crois qu'on a sur le premier point, je pense on va peut-être vous donner la parole parce qu'on a toute une série de questions qu'on rejoint. Allez-y. Oui, à vous maintenant, passez, parce qu'on a cadré, je crois, le périmètre. Vas-y. On y va. Hein. D'abord, on vient d'avoir une belle leçon de choses sur la fiscalité locale et d'avoir de talentueux interprètes qui nous ont bien expliqué les choses, parce que d'abord c'est compliqué, et faire de la démocratie, y compris des conséquences en termes de vote à partir de choses compliquées, c'est toujours délicat. Moi, je me suis toujours battu tout au long de ma vie publique pour le renforcement des droits du Parlement. Et je crois que c'est dans cet espace de liberté qu'il faut aujourd'hui voir le rôle et la place de cette loi de finances. Ça veut dire que pour renforcer les droits du Parlement, il faut que tous les outils publics disponibles, en particulier la Cour des comptes et autres instances, soient à la disposition des parlementaires et du Parlement pour préparer les débats, les simulations, parce qu'aujourd'hui c'est intolérable de voir des textes se prendre et le gouvernement dit « je n'ai pas » ou « je ne peux pas » ou « je ne veux pas vous donner des simulations ». C'est un problème de respect du Parlement. Et sous cet angle-là, c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup d'organismes de simulation et ça nous permettrait tout au long de l'année d'injecter dans le débat et la préparation du débat un certain nombre de simulations et d'idées. Deuxième point, et on a convaincu le président du Sénat, et ça n'est pas rien, sur ce sujet. Il est venu à France-Urbaine dialoguer avec nous sur ces questions et on voit bien que la Haute Assemblée, qui se méfie un petit peu de ce qu'on pouvait imaginer comme organisme, je dirais, regroupant les collectivités, etc. Je pense que l'idée est bien sûr de travailler en réseau l'ensemble des associations, mais de le faire aussi à certains moments en présence du président du Sénat, qui doit être d'une certaine manière le garant aussi du Grand Conseil des communes de France, qui est le Sénat. Et je pense que cet aspect-là permet également de faire du Sénat un partenaire qui soutient la démarche des collectivités territoriales. Je pense enfin que sur ces bases-là, aujourd'hui, et à partir du moment où on parle de base, depuis M. Charras et quelques autres, on a toujours parlé de la réforme de l'évaluation des bases. C'est aujourd'hui un des systèmes les plus injustes en France, dans nos collectivités. Et j'espère que si cette proposition chemine et si l'idée d'une loi, je pense qu'à ce moment-là, il appartiendra aux parlementaires et au Parlement d'exiger la réforme des bases et la démocratie qui s'attache à cette réforme, parce que c'est le système aujourd'hui le plus injuste. On prend les questions plutôt que de répondre point par point sur ça. Toutes les questions n'ont pas été posées. Est-ce qu'il y a d'autres sur le premier point, d'autres questions ou oui, regardez, donnez le micro. Oui, Julien Bargeton, adjoint aux finances de la maire de Paris. Je pense qu'on peut tous être d'accord avec l'idée d'une loi de financement des collectivités locales, mais ensuite, le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dedans, hein. Parce que, évidemment, ça permet de créer un cadre. Par exemple, beaucoup parlent de retrouver le pacte entre les collectivités locales et l'État. Moi, je suis très favorable. Je pense qu'on a beaucoup perdu à abandonner l'idée de pacte pluriannuel qui encadrait les relations financières entre l'État et les collectivités locales. Donc, effectivement, la loi de financement des collectivités locales pourrait être le support juridique de ce cadre, et notamment qui serait préparé par ce que propose un candidat, et peut-être d'autres d'ailleurs, autour des conférences territoriales semestrielles, où finalement ces conférences permettraient de préparer la loi de financement et justement d'envisager les trajectoires. La difficulté, c'est ensuite qu'est-ce qu'on met dedans, parce que les lois de financement du côté de l'État, ça sert aussi à maîtriser la trajectoire financière, notamment auprès de l'Union européenne.
on l'a bien vu quand même avec ce qui se passe pour la sécurité sociale, c'est bien de créer un objectif national des dépenses d'assurance maladie et ce qui a été préparé ensuite, qui serait un objectif national des dépenses des collectivités locales. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, en termes de maîtrise de la masse salariale, qui est le sujet évidemment qui nous occupe, qui occupe beaucoup l'État. Et est-ce que ça veut dire que dans cette loi de financement, on dirait, par exemple, on s'engage à ne pas augmenter le point d'indice de la fonction publique territoriale pendant tant d'années, mais en échange, les collectivités locales n'engagent pas plus de nouveaux fonctionnaires, etc., ou en tout cas à hauteur des compétences transférées, mais pas plus, ou bien s'engagent à faire des économies sur tel ou tel sujet. Je crois que si on veut être crédible, nous, élus locaux, sur la loi de financement de collectivités locales, il faut peut-être qu'on commence, sans rentrer forcément dans toute la description, mais qu'on commence à dire ce qu'il pourrait y avoir dedans, hein, et ce sur quoi on serait d'accord pour s'engager. Est-ce qu'on est d'accord pour s'engager pour contractualiser des engagements réciproques en disant nous allons maîtriser la masse salariale. Si l'État nous dit on ne prend plus de normes qui finalement obligent à recruter des fonctionnaires pour s'assurer que les normes soient bien respectées, est-ce que nous, en échange, on est d'accord pour limiter en quelque sorte notre autonomie, c'est-à-dire pour dire en dehors des nouveaux services publics ou des compétences transférées, on réduit les dépenses de personnel, par exemple. Voilà, c'est vraiment, à mon avis, ça, les sujets qu'il faut qu'on commence à poser précisément sur les dépenses. Ça, c'est la question essentielle qu'a expliqué pendant des années, on a été très réticents. Alors, on a été réticents, et ça resterait, du reste, la source d'une réticence, d'avoir l'équivalent d'un objectif de dépenses collectivité locale, comme il y a à l'ONDAM pour la sécurité. Honnêtement, il y a quand même une disposition de la Constitution qui nous protège un peu, qui est le principe d'autonomie des collectivités locales, qui a consisté pour l'instant à faire des objectifs et qui sont purement des avis, des traces. Par contre, contractuellement, je crois que là, il faut glisser vers le contrat. La loi, je ne le crois pas. Je crois qu'il ne faut pas accepter que la loi se mette à fixer des normes. Que par contre, on a bien vu chez l'un des candidats hier, que l'annonce de l'arrêt des diminutions des dotations s'accompagnait d'une contractualisation des économies. Donc on voit bien que c'est le contrat et non pas la loi. Et le débat est bien celui-là. Est-ce que par la loi, je vous impose à tous des économies ou est-ce qu'on a le contrat? Donc c'est probablement la position qu'il faut qu'on prenne. Le contrat, c'est logique. Si l'État est correct, que nous-mêmes, on fasse un certain nombre de choses. La loi elle-même, ce n'est pas son rôle de fixer un objectif contraignant, même s'il peut fixer un objectif comme une perspective. Sur ce point, excuse-moi Denis, sur ce point, moi je partage ce que vient de dire Jean-Claude. J'ai compris, bien évidemment, mais ça doit se conclure par une relation contractuelle à chaque niveau, parce que bien évidemment, l'état des collectivités est très différent d'une collectivité à une autre. Toujours cette différence entre les collectivités. Qu'y a-t-il de similaire ou d'identique entre telle collectivité qui est classée dans les communes ultra-sensibles avec énormément de difficultés à gérer et d'autres qui ont la chance d'être mieux dotées en potentiel fiscal, etc., etc. Donc on ne peut pas avoir de côté uniforme de décision, on peut avoir un objectif et on peut avoir après une contractualisation locale. Moi, ça, j'y suis... je pense que c'est comme ça que ça doit arriver à se décliner. Oui, moi, si vous permettez tous les deux, j'ajoute encore, j'allais encore un peu plus loin dans le sens de la question posée par Julien. Julien parlait de loi de financement des collectivités territoriales. Ça sera une loi, ça ne sera pas une loi de financement. Je crois que si on veut être clair, le financement des collectivités locales, ça restera l'objet de la loi de finances. Oui, c'est la loi de finances qui fait le financement. Et quand tu dis qu'est-ce qu'on met dedans, j'allais dire qu'est-ce qu'on ne met pas dedans. On ne met pas dedans notamment les dotations versées par l'État aux collectivités, c'est la loi de finances. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Donc on n'est pas en train de refaire la loi de finances spécialisée dans notre coin. Ensuite, c'est une loi, donc ça se fait sous le regard de l'État, avec l'État. Et enfin, ce n'est pas le comité des finances locales non plus. C'est vraiment, pour tout ce qui concerne le domaine législatif, ce qui met en œuvre les conditions dans lesquelles les dotations de l'État adoptées en loi de finances pourront être mises en œuvre. Par contre, on ne vit plus ce qu'on a vécu, la suppression de la taxe sur les spectacles. Un jour, tu découvres que la taxe sur les spectacles, parce qu'il y a des manifestations sportives,
on met le taux des produits de première nécessité 5,5% quand même pour le foot professionnel. C'est un chef-d'œuvre en matière de choix fiscal. Je ne l'avais jamais rencontré, mais c'est vrai que le foot professionnel mérite parfaitement le taux des produits de première nécessité. Tu ne découvres plus que le VT est bricolé dans un coin, entre 9 et 11, et tu ne découvres plus que les exonérations foncières bâties dans le secteur locatif ne sont pas compensées. Ça devient des choses qu'on ne peut faire que dans le cadre de la loi. Et à ce moment-là, les parlementaires motivés sont présents. Et on peut les rencontrer. Ce n'est pas un vendredi soir vers 11h que les choses se font. C'est pour ça que cette loi est une protection par rapport à ces cavaliers que j'indiquais au début. Encore une chose, parce qu'on a 4 sujets Simplement, sur le premier. Simplement, Gérard Caudron, maire de Villeneuve-d'Ascq, un peu dans le même esprit de la discussion, dire si je pense qu'on est tous d'accord pour refuser la suppression pure et simple, comme évoqué par la compensation de la taxe sur les spectacles, où on est tous d'accord pour refuser le coup de rabot, et ce qu'a dit un des candidats hier. Après, quand on va rentrer dans le détail des critères pour, ajuster à la hausse ou à la baisse, ou très à la baisse, les dotations, c'est très compliqué. D'abord, à un moment donné, à l'instant T, et moi je sais parce que ça a été mon cas quand le gouvernement actuel a commencé à donner des coups de rabot, comme depuis 2008, nous on avait réduit les dépenses, y compris des dépenses de personnel, à moins de 1% en moyenne par an. C'est plus difficile quand on a déjà fait des économies que quand on n'en a pas fait. Ensuite, si on prend les autres critères, le critère des emplois normés, comme je les appelle, imposés par les services publics, qu'on décide ou qu'on nous impose, car j'ai aussi entendu un autre candidat, pas sûr qu'il soit élu, mais qui dit la police municipale reprendra les compétences de la police nationale et sera armée. Quand on fait le compte de ce que ça signifie de sacrées dépenses, mais il en est d'autres plus modestes qui nous sont glissées déjà quotidiennement dans notre fonctionnement communal. Mais même quand on prend le dernier exemple des choses qui semblent simples, il y a les communes qui sont dans des zones difficiles, qui bénéficient d'une classification. Oui, mais quid des communes qui sont juste au-dessus ? Moi, je vois à Villeneuve-d'Ascq qu'on n'est quasiment pas concerné par aucun dispositif, malgré 45% de logements sociaux. Ce qui fait que si on considère qu'on n'est plus une commune pauvre ou fragile, parce qu'on n'a pas été classifié à un moment donné, et qu'on peut donc contribuer au même titre que toutes les autres communes, ça risque de nous poser des problèmes. Voilà ce que je voulais dire. Simplement, je ne suis pas en contradiction avec ce qui s'est dit. Je pense que notre réflexion, pour la suivre depuis des mois et des mois dans notre association, va dans le bon sens. Mais on a intérêt à être à un moment donné beaucoup plus précis, parce que derrière une bonne idée qui serait plus ou moins reprise dans sa généralité par le prochain pouvoir en place, on peut nous glisser des choses qui risquent à la limite d'être pires que ce qu'on a connu, parce que ça nous opposerait les uns aux autres. Aucun doute. C'est très bon résumé. Est-ce qu'on considère que la dernière intervention, qui est d'une justesse complète, c'est fondamental. Une bonne idée peut être complètement déformée et se retourner contre ceux qui l'ont eu, c'est classique, on a vécu ça. Moi, ça me paraît une très bonne conclusion du premier point. On accepte l'idée, mais on est vigilant quant à sa mise en musique. On est d'accord ? Et on prend en note tous les commentaires qui ont été les vôtres, qui nous rassemblent du reste. Ça me frappe à chaque fois qu'on engage un débat, on est plutôt rassemblés sur les questions qui ont été soulevées. Deuxième point, on passe au deuxième point. Je le rappelle, le deuxième point qui est remplacer certaines compensations fiscales par de la fiscalité transférée. Je rappelle quand même une chose historique. On a perdu la bataille des dotations lorsqu'on a oublié de rappeler que c'était des remboursements d'impôts supprimés. Ce jour-là, c'est pour ça que l'État fait le malin en disant « Regardez comme je suis généreux ». N'oubliez jamais que la fondation, le fondement de la DGF, c'est la suppression de la taxe locale. C'est quand l'État a étendu la TVA au commerce de détail qu'il a remboursé aux collectivités locales le produit de leur taxe locale. Mais il continue à le prélever dans le cadre de la TVA. Donc il y a une sorte de pertinence. Si on veut bien rappeler qu'il y a des prélèvements qui sont
pour partie la substitution de prélèvements qui étaient avant au niveau de la collectivité. Donc le thème, rappelez que c'est un remboursement, et cette question de la répartition éventuelle d'impôts nationaux, et on regarde bien sûr dans ce cas-là plutôt de côté du produit de la TVA, est un sujet. Donc voilà le fondement de cette proposition. Elle mérite là aussi débat parce que faut être vigilant. Bon, voilà sur cette question-là. François. Moi, encore une fois, je partage. On a eu une petite évolution ces derniers temps. C'est la première depuis fort longtemps, avec le constat que pour les régions, c'est une ouverture avec la part de TVA, même modeste, mais enfin, c'est la première fois qu'un transfert depuis fort longtemps d'une recette dynamique est attribué à une collectivité. Bon, donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. On va dire les choses pour nous. On est d'accord. À voir comment, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Moi, j'en suis persuadé. Donc, il y a des questions qui sont posées. Vous l'avez dans la note, d'ailleurs. Je voudrais y ajouter 2-3 choses. Transfert de fiscalité nationale et ou réorganisation du partage des impôts locaux. La question est posée. C'est vrai, scénario de l'allocation au bloc communal de l'intégralité du foncier bâti. Je l'évoque. Parce qu'il y a eu des réalisations, des transferts qui ont été effectués. Non, je pose la question. Par contre, c'est un des sujets sur lesquels je crois qu'il faut s'étendre quand on évoque ce sujet, parce qu'il y a eu dernièrement un rapport de la Cour des comptes, mais vous pouvez tous le vivre dans vos collectivités. Il est indispensable qu'il y ait une autre relation qui s'instaure avec la DGFiP. Depuis quelques années, vous avez pu constater, nous avons pu constater que les bases n'évoluaient pas comme elles auraient dû évoluer. Vous avez des interrogations qui sont posées. Or, la suppression d'un certain nombre de fonctionnaires à la DGFiP a eu des conséquences concrètes sur vos évolutions de base. Peut-être de manière différente, suivant d'ailleurs les départements ou les régions, ce qui peut être fait. Dans certains endroits, et c'est le maire de Lyon qui me l'avait indiqué, la DGFiP acceptait d'avoir du personnel mis à disposition par les collectivités locales pour faire ce travail de compilation que les fonctionnaires de la DGFiP faisaient moins, c'est-à-dire la mise tout simplement d'actualité de l'évolution, la mise à jour de l'évolution des bases. Et dans d'autres régions, dans d'autres départements, c'était le refus. La raison officielle du refus, c'est que moi j'ai eu officiellement un refus. La DGFiP invoque l'impossibilité légale pour les agents territoriaux de consulter les bases informatiques de la DGFiP, parce que ce n'est pas leur rôle. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le secret fiscal, il est à DGFiP, mais il pénalise, c'est dans le dernier rapport de la Cour des comptes, il pénalise l'évolution des bases des collectivités. Je prends un exemple très simple, que vous comprendrez tous. La CCI, dans la ville de Dijon, a déménagé, a quitté un endroit où ils étaient mal installés, a fait construire un magnifique immeuble, et pendant 5 ans, elle a continué de payer une taxe sur le foncier bâti qui était l'équivalent de l'ancien, perte sèche pour la ville, 500 000 €. Et on peut multiplier ça à l'envi. Refus d'actualisation des bases, de mise à jour. Refus parce que ce n'est pas leur priorité. Donc là, il faut agir, à mon avis, et donc il faut obtenir qu'il y ait une autre relation, une relation contractuelle qui puisse s'établir entre la DGFiP et les services fiscaux des villes. À titre personnel, mais là je le dis, vu le montant, ce n'est pas le sujet, et peut-être ça viendra après, je ne suis pas regardé tous les sujets qui peuvent être évoqués, le montant que prend l'État de frais de gestion devrait être révisé, parce que les 3% de frais de gestion qui sont pris aujourd'hui sont prélevés sur le contribuable et sur les collectivités locales au détriment des collectivités locales. Personnellement, moi je suis pour qu'on mette fin à la séparation entre ordonnateur et comptable. C'est un avis personnel. Je lance ce débat. Oui, je sais, mais je lance ce débat parce que moins il y aura de fonctionnaires à DGFiP et moins les bases évolueront. Et donc, je mets ça sur la table. Enfin, surveillance, ça c'est un autre débat, effectivement, il viendra plus tard. Enfin, surveillance absolue sur la différence qui a été évoquée lors du premier point entre exonération, compensation et dégrèvement.
Parce que l'État, quand même, dans ce maquis, il faut quand même y rentrer. On connaît à peu près, mais les spécialistes connaissent, mais la population ne voit pas. L'État a à sa disposition l'enveloppe normée. Et celle-là est en baisse continue. Et nous retrouvons de plus en plus de compensations transférées dans l'enveloppe normée et une enveloppe normée qui diminue, ce qui fait que les compensations aux collectivités diminuent. Et donc, la vigilance s'imposera sur ce point. Elle est même déjà d'actualité, on peut dire. Et tous les ans, c'est la bataille. Et tous les ans, c'est la bataille. Et elle revient chaque année. Donc peut-être à travers le premier point évoqué, à savoir cette loi de finances un peu spécifique aux collectivités locales, on aura à vérifier tout cela. Voilà les quelques points que je voulais évoquer rapidement sur ce deuxième point, tout en faisant le constat les uns les autres qu'il y a parfois des orientations mises par l'État qui sont contradictoires. Je vais en donner un exemple. Je conclurai mon intervention par ça. Obligation faite par la loi de construire des logements sociaux. C'est une bonne chose. Quel est le pourcentage ? 20, 25, 30 je ne sais pas. Toujours est-il que c'est une bonne chose. Nous devons respecter la loi. Et c'est un encouragement à construire des logements sociaux. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, tous, même ont fait des PLH où ils ont mis des orientations de construction de logements sociaux. Mais ce qui est dommage, c'est que ces logements sociaux que l'on construit, c'est une double peine, bien souvent, pour les collectivités locales. Parce qu'il n'y a plus de retour sur le foncier bâti pendant un certain temps. Et cela entraîne une gestion supplémentaire. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur les CCAS, bien souvent. Donc, il y a là, dans l'orientation un peu hypocrite que nous donne l'État, construisez des logements sociaux pour le bien-être général, ce que nous faisons, bien évidemment, et ce qu'il faut faire et continuer de faire. En même temps, c'est uniquement une charge, bien souvent, pour les collectivités locales. Au passage du micro d'abord, pardon à Denis, je n'avais pas vu que tu proposais qu'on récupère le foncier bâti des départements. Ça ne me gêne pas. En même temps, oui, moi, en même temps. Non, mais je suis navré. C'est pour ça que je te demande pardon. Regarde, j'écoute, je lui dis attends, parce que j'ai des réactions. En même temps, chers collègues, faites attention à ce qu'on ne devienne le bloc communal que les seuls qui prélevons sur les ménages. La conséquence, c'est que seules les collectivités qui sont les nôtres, moi je trouve que de temps en temps, le département soit amené à augmenter ses impôts, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'en cas... Voilà. Non, mais c'est... Non, simplement, ça veut dire qu'on sera les seuls, en matière de fiscalité, à prélever sur les ménages. Non, ça s'assume. Faut en être conscient, mais ça s'assume. Deuxièmement, sur la vigilance. Alors, par rapport au discours d'hier, c'est vrai que par rapport à des experts, j'ai mis 1 heure pour que le mot de dégrèvement soit prononcé et non pas un autre mot. Ce n'était pas rien. Même si, bon, chez nous, les connaisseurs, on voit bien, le grand public s'en fout, mais on voit bien que ce mot-là, il a du sens. Et pour Bercy, il faut l'arracher pour que ça soit prononcé. Non, deux mots simplement. D'abord, je pense qu'il faut lier au principe de l'autonomie des collectivités le principe du consentement à l'impôt. Moins il y a d'autonomie, moins il y a de principe du consentement à l'impôt possible et susceptible d'être mis en œuvre. Plus ça va être compliqué, plus l'État va repris, plus on va organiser un nuage de brouillard, moins on pourra appliquer le principe du consentement à l'impôt qui est à la base de la démocratie. Plus il y a d'autonomie, au contraire, plus le contribuable, il voit ce qu'il fait, il peut poser des questions, il a des réponses, etc. Je crois que ça, il faut y revenir, c'est une condition nécessaire pour que la démocratie soit vivante et le reste. La deuxième observation que je voulais faire, je parle sous le contrôle de Franck, qui doit le savoir. J'ai souvenir d'avoir signé, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, juste avant la fusion de l'Association des maires des grandes villes et de l'Association France Urbaine. J'y représentais les maires des grandes villes et j'avais la délégation de France Urbaine pour signer pour les deux. C'était juste avant la fusion, une convention que l'ensemble des associations des collectivités locales, AMF et tout le reste, et nous, ont signé avec Bercy, avec la DGFiP à l'époque, sur la transparence et les relations qui devaient être de plus en plus ouvertes, etc., sur l'ensemble de ces choses. Alors, il faudrait peut-être y faire référence. On signe des trucs et puis après, on s'assied dessus, on les oublie. Non,
Vous êtes un peu sévère. Non, je ne suis pas sévère, je dis on que... les oublie pas parce que ça oblige Bercy à Bercy passer... les oublie. Bercy Non, les non, oublie. ça oblige Bercy à passer une demi-journée avec nous le 26 avril dans un mois pour travailler sur un seul sujet C'est qui très fait nécessaire. directement écho, qui sort du rapport de la Cour des comptes sur le traitement des signalements, pour reprendre la formulation du rapport de la Cour des comptes. Et s'il n'y avait pas eu cette convention, on sait que la Cour des comptes nous aurait pas écouté par rapport aux faits qui ont été rappelés, et que la préconisation n'y serait pas, et qu'en retour, la DGFiP nous recevrait pas. Donc c'est vrai que c'est pas suffisant, c'est une condition nécessaire. En tant que telle, pour l'instant, ça n'a pas plus de valeur que ça. Mais au moins, on rentre dans une démarche qui, j'espère, ira jusqu'au bout pour expliquer à la DGFiP, comme le dit encore une fois très bien la Cour de compte, que tout ce que vient rappeler François Rebsamen, il n'est plus question de mettre ça sous le tapis. Merci Franck de l'avoir rappelé, mais dans la foulée, j'ajoute autre chose. Je pense qu'il nous appartient à nous d'exiger que les commissions locales, communautaires, territoriales, métropolitaines, tout ce qu'on veut, des impôts directs fonctionnent. C'est un lieu où on peut faire beaucoup. Quand on exige que ça marche, moi je vois notre Grand Paris Seine-Ouest, on passe une journée complète en commission, et les impôts, ils sont bien obligés d'y venir, et on a pu obtenir des corrections considérables, plusieurs millions chaque fois. Hein. Parce que finalement, bon, on dit, attendez, là il y a une entreprise qui fait de l'optimisation fiscale, manifestement, la région, oui c'est compliqué, ils ont changé de siège, etc. Ils étaient où, ils sont passés où, etc. Mais il faut s'y coller, il faut y aller. Hein. Alors effectivement, on n'a pas à l'amont toutes les informations, forcément, qui nous permettent de creuser la question de la part des impôts, mais dès qu'on a un soupçon, dès qu'on a un doute, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à y aller, et ça marche, je vous assure que ça marche, mais il faut le faire. Oui, moi je voulais témoigner de la chose suivante, c'est que le DGFiP refusait à avoir des modifications. Et l'année dernière, on a fait une commission, comme tu viens de le dire, très complète et très concrète avec des exemples pour corriger. Et ils ont bien été obligés de prendre en compte. Et moi, je vous invite à vérifier deux autres choses. C'est votre versement transport. Et là, vous verrez qu'il peut y avoir des écarts sensibles par rapport à ce qu'on vous verse, parce que certaines entreprises ont oublié de déclarer ou mal déclaré. Et on a la même chose en ce moment, nous, sur l'agglomération de Nancy, avec la taxe d'équipement. On ne retrouve pas nos petits parce qu'on ne nous fournit pas les éléments permis de construire par permis de construire pour les sommes qui ont été prélevées sur le contribuable ou sur le constructeur. À vous, sur ce deuxième point où il y a beaucoup de choses qui ont été éclairées, est-ce qu'il y a sur ce deuxième point des interventions ? Je sais qu'il y a un compte-rendu qui va être fait, parce que la richesse des interventions fait qu'il y a vraiment pertinence à ce qu'il y ait un compte-rendu de nos travaux. Hein. Et je vois Franck. Oui. Oui, je ne voudrais pas, encore une fois, me faire l'avocat du diable. Hein. Tout à l'heure, quand je parlais de la question de la loi de finances, c'était pour me dire que si on veut demander, nous, des choses dans la loi de finances, c'est que un gouvernement doit aussi avoir un intérêt à créer cette loi de finances des collectivités locales. Mais enfin, bon, peu importe, je suis d'accord. Sur les... Hein il faudra bien lâcher quelque chose, quoi. Sur ce sujet-là aussi, moi, je partage tout ce que vous avez dit sur les recettes. Je crois que le sujet des recettes ne peut pas être séparé du sujet des dépenses et des compétences. C'est-à-dire qui finance quoi. Si on continue à dire que tous les niveaux de collectivité ont toutes les compétences, c'est compliqué de spécialiser. Alors, je ne dis pas non plus que la spécialisation des recettes entraîne nécessairement la spécialisation des dépenses, mais dans un budget, il est difficile de séparer ces deux sujets. Et Denis en a fait une allusion, c'est vrai que ça concerne beaucoup l'Île-de-France. Il y a un certain moment, avoir en Île-de-France à la fois des communes, des territoires, des départements, la métropole, la région, donc on arrive à une strate de 5 ou 6 niveaux de collectivité, est quand même peu compréhensible pour nos concitoyens. Parce que c'est ce que tu disais aussi sur le consentement à l'impôt, la question qui est posée derrière, c'est celle de la démocratie locale. C'est-à-dire des citoyens qui nous demandent de rendre compte sur ce qu'on fait, avec quels moyens. Et je crois que là aussi, il y a plus de portée. Je ne dis pas que j'ai une solution, hein. Je n'ai pas dit il faut que telle collectivité fasse ça et soit financée comme ça. Le jardin à la française, en général, c'est aussi le pire des modèles, c'est-à-dire qu'on crée un grand jardin à la française et après, il est dévasté, quoi. Ça ne marche pas. Mais en tout cas, que nous, dans nos interrogations, on pose bien le lien entre les deux. Et ça rend plus crédible, à mon avis, le sujet de l'autonomie fiscale.
qui doit être fait, notamment dans aussi une logique de cohérence des dépenses. Moi, je suis très frappé que à peu près tous les niveaux de collectivité en France s'occupent de tourisme. C'est un exemple. Mais tous les niveaux de collectivité s'occupent de tourisme. La région, le département, les intercommunalités et les communes, parce que chacun dit oui, mais le niveau supérieur, il ne s'occupe pas de moi, donc il ne s'occupe pas de l'attractivité de mon territoire, donc moi, je veux garder aussi les politiques d'attractivité du territoire. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet hein, de garder, de garder tout, que chacun fasse du développement économique, du tourisme, de l'université. Tout le monde peut en faire. Moi, je pense qu'il faut aussi se poser ces questions-là. En tout cas, au moins, ouvrons le débat des recettes avec le débat des dépenses. Un mot possible, Président je reprenais l'idée qu'on avait évoquée avec Denis, du transfert du foncier bâti. Moi, je le dis, du transfert du foncier bâti aux communes, au bloc communal. Je simplifie. C'est pas possible aujourd'hui qu'on continue d'avoir autant de difficultés de perception. Parce que c'est toujours sur le bloc communal que retombe la charge de l'élection et de la responsabilité. Nous, on a un exemple. Quand le département augmente de 14% le foncier bâti la veille d'une élection, c'est les maires qui assument la responsabilité. Dans notre communauté urbaine, ça nous est arrivé. Résultat, les prélèvements, y compris sur le foncier bâti, qui sont faits sur des grosses entreprises, sont quasi équivalents entre le département et le bloc communal. Et donc, ce sont des sommes importantes qui sont prélevées sur la vie économique de la collectivité, alors qu'elle a la compétence première sur l'économie. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, là encore, pour les éventuelles modifications, aujourd'hui, on parle bien sûr des modifications, de révision des bases des valeurs locatives. Nous n'avons aucune information qui nous a été donnée, contrairement à ce qui avait été promis, sur ces évolutions. Or, c'est dans nos communes que ça va se passer concrètement. Or, nous devrions savoir, contribuable par contribuable, quelles sont les évolutions. Parce que c'est à la porte de la commune, au maire, adjoint et compagnie, qu'on va venir frapper pour dire qu'est-ce que c'est que ces évolutions. Il y avait l'engagement qu'on aurait ces simulations et ces certitudes de modification. Nous ne les avons pas. Si les modifications des bases, ce qui n'est pas encore fait pour demain, parce que ça prendra du temps, sur les valeurs locatives, pour les particuliers, se passe de la même manière, je vous promets bien du plaisir en tant qu'élu local. Hein, parce que si vous n'avez pas les informations, alors eux, ils vont avoir les informations quand ils vont recevoir leur feuille d'impôt local. Mais sur les valeurs locatives des locaux professionnels, alors là, je vous promets, ça va chauffer. Hein, vous allez voir ce qui va se passer. Autant le dire à l'avance. Tout ça parce qu'on n'a pas les simulations contribuable par contribuable, ce qu'on devrait avoir. Et ce qu'on nous fournit. On a déjà une simulation qui est dangereuse. C'est qu'il y a du transfert des périphéries vers les cœurs de ville. Ce qui est complètement contraire à ce qu'on a à traiter en ce moment dans les cœurs de ville. Même si ils étalent sur 10 ans, qu'il y a une mécanique d'étalement qui est prévue, honnêtement, il faut mettre un coup d'arrêt en disant une réforme qui consiste à transférer une partie du prélèvement de la périphérie vers le cœur de ville est complètement contradictoire à ce que nous vivons tous dans la problématique de revitalisation de nos commerces de cœur de ville. Ça, c'est clair que là-dessus, il faut marquer un temps d'arrêt. Est-ce que sur ce premier... Je voudrais ajouter aussi un mot. D'abord, sur la question de la spécialisation des compétences qu'évoquait Julien, je viens de me faire un très beau cadeau. Il n'y a pas longtemps, j'ai été élu président de la CLECT de la métropole du Grand Paris. Attention, 130 communes, dans un contexte légal extraordinairement confus. Donc, on est en train d'essayer de commencer à définir l'intérêt métropolitain secteur par secteur. Alors là, ce n'est pas le tourisme, c'est la vie économique, c'est l'environnement, c'est tout ça. Où passent les lignes entre les différents trucs, etc. Il y a 130 communes, 7 millions d'habitants. Comment on préside un truc pareil? Alors, heureusement, Julien a été élu dans la foulée comme vice-président. Donc, je pense que je serai souvent absent, que je me reposerai sur Julien. Mais c'est un vrai sujet. On est arrivé à un niveau d'inextricabilité absolument insupportable. C'est plus possible. On est allé trop loin, là. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est cette affaire de révision. On aurait pu en parler lorsqu'on parlera des péréquations. On peut le faire maintenant puisque c'est lancé. Puisque c'est lancé, autant y aller. C'est comme le président souhaite. J'y vais ? Bon. J'ai le micro, je le garde. J'ai eu le privilège, là aussi, de présider la commission de révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans le département des Hauts-de-Seine. On a travaillé pendant 6 mois avec l'administration des impôts.
Et j'ai constaté au bout de 6 mois qu'on était revenu à la case départ. C'est-à-dire qu'on a redéfini un grand tableau en ligne et en colonne, les locaux professionnels, les communes, les secteurs, les trucs par catégorie, etc. Puis à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On dit il faut que ça soit neutre commune par commune. Donc on fait une péréquation et on fait une règle de 3 pour ramener la valeur locative moyenne commune par commune à ce qu'elle était avant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En réalité, on a simplement modifié la hiérarchie des valeurs locatives à l'intérieur de chaque commune, mais certainement pas d'une commune à l'autre. Or, depuis 50 ans, dans le département des Hauts-de-Seine, il y a eu des mutations, des évolutions qui ne sont pas les mêmes dans toutes les communes. Elles sont considérablement différentes. Donc on n'a absolument pas pris en compte ces divergences qui sont le fait de l'histoire depuis 50 ans. On a simplement recalé à l'intérieur de chaque commune la hiérarchie des valeurs. La commission communale aurait pu le faire. Il n'y a pas besoin d'aller travailler avec tous les socio-professionnels, les machins, les élus, des commissions, des réunions sans fin, etc. On a passé un temps fou pour faire quelque chose qu'on aurait pu faire beaucoup plus simplement. Et on n'a absolument pas traité, et j'anticipe sur l'affaire des péréquations, la véracité, la qualité, comme indice de richesse des communes qui permettent de comparer les unes aux autres ces communes pour voir qui doit payer, qui doit recevoir, dans quelles conditions, etc. On n'a pas défini un indice de richesse des communes. En plus, ce travail a été fait département par département. On ne peut donc absolument pas comparer une commune d'un département et une commune d'un autre département. On travaille à l'intérieur des départements et on ramène tout de suite tout au niveau de la commune. À tout le moins, il aurait fallu assurer la neutralité en jouant sur le taux et pas sur la valeur moyenne, ça c'est clair. Et en plus, ça ne suffit pas. Donc qu'est-ce qu'on a? On revient à l'idée fondamentale que les valeurs locatives ont été définies il y a 50 ans pour pouvoir répartir l'impôt à l'intérieur d'une ville. C'est tout. C'est donc un indicateur communal. Et ça ne devrait pas être autre chose. Par contre, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un indicateur de richesse des communes qui permettent effectivement de classer les communes ou de les comparer, de voir lesquelles ont quel type de besoin et lesquelles ont quel type de possibilités. Et ça nous sert de transition vers le troisième point. On est d'accord? Puisqu'on a donc le troisième point qui va nous retenir, que c'est un des plus compliqués, qui est l'affaire de la péréquation. Moi, j'ai la fierté d'avoir contribué à faire échouer la réforme de la DGF actuelle, qui était une horreur pour les territoires urbains. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a contribué assez fortement à l'échec, qui était parti d'une idée imbécile qui consistait à constater que des écarts de DGF par tête étaient le signe des inégalités. Je n'ai jamais... Mais attendez, le temps qu'il faut pour détruire une idée fausse, vous n'imaginez pas. Bon, j'aurais eu cette fierté de dire, attendez, faire d'un écart de DGF par tête le signe d'une inégalité, c'est absurde, parce qu'en vérité, pour regarder l'état des ressources par tête, il faut regarder l'état des charges par tête. Et c'est intéressant, parce que quand on regarde, elles ont tendance, les charges, à augmenter avec la population. Ça règle la question des charges de centralité qui est compliquée à définir. Par contre, quand on regarde la courbe de l'évolution des charges avec la population, c'est clair. Plus votre population est importante, plus vos charges sont importantes. Puis troisième élément, qui est l'effort fiscal. Et l'effort fiscal ramené aux revenus. C'est le progrès qu'on a fait dans les débats. Au lieu de seulement regarder le produit par tête, on s'est dit, attendez, il faut croiser le produit par le revenu pour mesurer l'effort fiscal. Et donc, on ne peut faire avancer une péréquation que si on tient compte de ces trois facteurs, la ressource, les charges, l'effort fiscal. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une diversité d'outils de péréquation. On ne s'y retrouve plus avec des critères différents. DSU, DSR, FPIC. Il y a un moment où il faudra probablement essayer d'harmoniser un peu les critères. Voilà, pour rappeler les débats que nous avons eus. Mais on ne conteste pas, bien sûr, qu'une répartition plus équitable des ressources tenant compte des critères de richesse, de charge et d'effort fiscal est un sujet tout à fait à traiter. Voilà, pour éclairer le débat et rappeler ce qui s'est produit depuis quelques mois et l'état où nous sommes avec, c'est vrai, l'absence de simulation lorsqu'il y a une évolution de périmètre pour les PIC, puisqu'on a tous demandé que l'année 2017 soit gelée, et on n'a pas obtenu le gel de l'année. Il y aura dans un mois qui vient, il y aura de très mauvaises surprises pour les territoires, notamment qui sont prélevés ou qui étaient bénéficiaires. Voilà, l'ouverture en rappelant quelques éléments du débat à la table. Oui, j'enchaîne pour lancer la conversation. Je crois que quand on parle de péréquation, on ne parle pas de solidarité, on ne parle pas non plus de mise en œuvre de politiques nationales qui visent à prendre en charge, prendre en compte les difficultés de tel secteur de la nation, de l'économie ou autre. Une loi faite pour
traiter les problèmes des banlieues, par exemple, elle va avoir affecté des financements aux banlieues. C'est une forme de solidarité, c'est une forme de péréquation, ce n'est pas de la péréquation. Voilà, donc il y a toute une série de péréquations horizontales, obliques, verticales. On peut en venir tout de suite. Les seules finalement qui méritent le nom de péréquation, c'est celles qui font qu'on demande à certaines communes de mettre au pot pour que d'autres communes puissent avoir les moyens d'assurer leur développement. Voilà, je le dis assez simplement. Dans ce contexte, je pense qu'il faut d'abord bien voir, et c'était évoqué à l'instant par Jean-Claude, que c'est pas un impôt, mais c'est une taxation c'est un impôt de répartition. Si vous voulez, on dit il faut 1 milliard. Et voilà, maintenant, voilà la liste des contributeurs. Voilà, il faut 1 milliard. Voilà les critères sur lesquels on va le répartir. Et c'est réparti entre ceux-là. Alors, selon qu'on commence à ajouter des critères, dès que c'est un impôt de répartition, on ne sait plus ce qu'on fait et on est incapable de faire des simulations. Parce qu'on dit, oui, mais alors on va mettre un plafond pour écréter les plus gros contributeurs. On va leur mettre un plafond à 13%. Le plafond de l'indicateur, le calcul du plafond est mal foutu. Et puis, en plus, il faut bien voir qu'à partir du moment où vous exonérez les plus gros contributeurs d'une part de leur contribution, les contributeurs un peu moins gros vont payer pour eux, puisque c'est un impôt de répartition et qu'il faut bien que quelqu'un apporte ce qu'il faut pour arriver au milliard. Donc c'est une mécanique d'abord à dresser les gens les uns contre les autres dans des conditions qui sont aveugles en plus. Et donc ça permet de raconter n'importe quoi. Et je pense qu'il faut remettre tout ça à plat pour savoir ce qu'on fait, comment on le fait, et notamment prendre en compte deux choses. Cet aspect répartition qui est quand même très pervers et qui est à l'origine de débats faussés, pervers, complètement faux. Et puis la deuxième question qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le fait de l'hétérogénéité des situations. On regarde l'intercommunalité. On a des communautés, des agglos, des métropoles très intégrées. On a d'autres qui le sont beaucoup moins. On va comparer une commune d'une communauté très intégrée avec une commune isolée. Tout ça n'est pas possible, c'est pas raisonnable. On arrive à des absurdités. L'histoire, en plus, alors pour la région Île-de-France, comme les Franciliens le savent, on a un deuxième système de péréquation régionale, celui-là, le FSRIF. Alors les gens de Seine-Saint-Denis sont aperçus qu'en Île-de-France, ils étaient pauvres et que la plupart des communes bénéficiaient du FSRIF. Par contre, quand ils se retrouvent au niveau national, ils sont plus riches que dans le Cantal, donc ils payent pour le FPIC. Bon, on arrive à quelque chose qui peut poser problème. Donc à tout le moins, il faut remettre ça à plat, avoir un système de péréquation locale à l'intérieur de blocs communaux ou métropolitains ou territoriaux ou communautaires. Il faut qu'on sache ce qui se passe à l'intérieur du bloc et puis après ça, de bloc à bloc, on regarde ce qu'on fait, de région à région, on regarde ce qu'on fait et au plan national, l'État intervient pour réguler tout ça et voir comment on peut essayer de faire en sorte que chacun reçoive sa juste part et contribue à la juste mesure à l'ensemble de l'effort. Mais il y a, je crois, une nécessaire remise à plat de tout ça parce qu'on est arrivé à un niveau de confusion extrême qui rend l'affaire insoutenable pour certains contributeurs et intolérable au plan des principes pour la plupart. Je reviens sur ce que je disais à l'instant sur les valeurs locatives et les potentiels financiers comme indicateurs. Ils sont faux. Donc là aussi, un jour, une collectivité va dire « moi, je refuse d'être taxé sur un indice qui est faux ». Et il aura raison. Bonsoir. Ça, c'est pour lancer le débat. Il est lancé, allez-y. Un haut. Allez. Quand même que c'est un sujet que tout le monde connaît. Oui, mais moi, ça m'intéresse. Mais nous, ça nous intéresse beaucoup de sentir sur tel ou tel sujet. Ces rencontres, pour nous, c'est très important. Pour mettre un coup de projecteur sur tel ou tel aspect, parce qu'on sait très bien, c'est dans les détails qu'on se plante. Les principes, on est d'accord. Les règles, on est d'accord. Puis après, il y a un collègue qui nous explique, attention, sur tel ou tel sujet, c'est plus compliqué que ce que vous racontez. Et c'est ça qui est important dans ce débat. Donc, alimentez-le sous cet aspect-là. J'essaie d'alimenter aussi de mon côté, hein, parce que, bon, en attendant, ça a été évoqué le problème des charges de centralité rapidement. Bon, là, on voit bien qu'il y a un débat qui est là et qui ne permet pas de trancher pour le moment. Est-ce qu'on apprécie les charges de centralité au niveau national, comme certains le demandent, ce que je ne crois pas possible, personnellement. Je ne vois pas la grille, je dis mon sentiment, je ne vois pas la grille de lecture qui permettrait d'avoir une évaluation nationale des charges de centralité. Où est-ce qu'on peut les évaluer, ce qui est à mon avis préférable au niveau local, afin de permettre aux communes concernées d'assumer plus justement ces charges. C'est un des débats qui est aujourd'hui lancé, qui nous empêche d'avancer d'ailleurs. Qui nous empêche d'avancer. Donc je livre ça pour animer le débat. Alors, honnêtement, là, on l'a tourné dans tous les sens. On peut rester 3 heures. Tout le monde est d'accord sur les charges de centralité. Le jour où on va se mettre à les définir, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que nous, on a ressorti la courbe qui est extrêmement significative, qui voit qu'il y a une indexation
entre les charges et le niveau de la population. Vous avez une cohérence totale. La courbe de la population est totalement la même que la courbe des charges. Et honnêtement, s'appuyer, c'est un logarithme. Et à mon sens, jouer le logarithme, ça évite les problèmes de frontières, parce que c'est toujours, et plus on va intégrer cet aspect-là comme facteur, moins on va avoir de débats. Parce que les charges de centralité elles-mêmes, on n'a jamais réussi à trouver une définition totale. Donc, peut-être qu'à un moment, il faut reconnaître que c'est indéfinissable, que par contre, la courbe qui montre que les dépenses... Et honnêtement, comme maintenant, c'est beaucoup plus pluraliste, le monde urbain. Il y a une époque, on disait « Ah, mais oui, mais c'est qu'une formation politique qui tient le monde urbain. Ce sont des dépensiers. Ça explique pourquoi la courbe est comme ça. » Moi, j'ai entendu ça. Aujourd'hui, c'est l'avantage du pluralisme dans les responsabilités du monde urbain. C'est qu'on ne voit pas de différence en fonction des couleurs politiques de ceux qui les gèrent. C'est la population. C'est les problèmes posés par la concentration de la population qui expliquent la concentration de la dépense. Et donc, c'est ce lien entre densité, voilà, pour être encore plus simple, entre la densité et la dépense. La densité, ça provoque de la dépense. Peu rien. Quand vous mettez des gens dans des tours, je ne sais pas pourquoi, c'est plus coûteux que quand vous les répartissez paisiblement dans l'espace. Ne serait-ce que même pour fermer la lumière, c'est plus facile aujourd'hui d'éteindre dans un lotissement rural que ce que vous faites la nuit. Dans un secteur où il y a des tours, c'est pas la même chose. Je me suis dit, il va encore se fiche de moi, parce que j'ai cette particularité de vivre depuis des années, 50 ans, avec un maire rural. Je mesure tous les jours, et quelquefois la nuit, qu'elle a moins de dépenses que moi, quoi. Donc, pour faire simple, je constate régulièrement que gérer une population répartie dans l'espace de façon équilibrée, ça lui coûte moins cher que ce que ça nous coûte à nous. Donc, la densité est un facteur de charge. Et là-dessus, je pense qu'on pourrait cheminer et progresser. Mais il faudra... C'était pour... C'est pour alimenter le débat. La moquerie dont je fais l'objet, parce que non, mais je pense réfère régulièrement à ça. Il va falloir être attentif et se battre sur ce problème de charge de centralité, parce que pour avoir écouté hier les débats qu'il y a eu, 8 questions sur 10, c'était en milieu rural, nous n'avons pas assez de DGF à comparer avec les autres. Ça n'a été que ça. Parce qu'eux, ils vont parler de charge d'espace. Parce que si on fait le piège, là c'est important, c'est un piège la charge de centralité. Parce qu'après, tu dis, il y a la charge de montagne. C'est vrai, quand ça monte, et quand il y a du gel plus souvent que chez nous, il y a des coûts. Puis il y a des gens qui disent, il y a la charge de l'espace. On a un énorme espace à gérer avec peu de population. Tout ça, ça se règle par un critère très simple. On regarde ce qui se passe en fonction de la population. À ce moment-là, on dépasse charge de ruralité, charge de centralité, charge de ceci, charge de cela. Alors, si vraiment on pouvait se rassembler, et je ne sais pas si on a retrouvé la courbe, Franck. Donc on va diffuser cette courbe, elle recoupe complètement les charges urbaines, car on les voit apparaître. Et comme aujourd'hui l'espace urbain est géré de façon pluraliste, et qu'on n'a pas vu de changement quant aux charges, on a quelque chose qu'on peut mettre en avant. Vraiment. Parce que c'est vrai que la réponse, la riposte du monde rural, moi je l'entends aussi régulièrement, mais dis donc, moi j'ai des routes. Hein ? Ah oui, tu as des routes. Bien, sur la péréquation, est-ce qu'il y a d'autres ? Oui ? Parce qu'en tant que maire de Villeneuve-d'Ascq, comme je disais tout à l'heure, j'ai une voisine qui s'appelle Martine Aubry à Lille, qui a toujours ce discours à la bouche en disant « Moi, j'ai des charges, je paie pour tout le monde dans la métropole européenne lilloise. » Et je réponds très simplement, et je le redis dans ce débat, il y a des charges de centralité, il y a aussi des recettes de centralité. Moi, je sais bien que Lille... accueille des métropolitains qui jettent des canettes de bière dans les rues, mais ces canettes, ils les achètent dans les commerces lillois. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de charge de centralité, à condition qu'on parle aussi de recettes de centralité. J'ajoute à ça qu'un des critères,
c'est la fréquentation de services publics dans les villes-centres par des habitants des villes périphériques. J'ai reçu d'ailleurs de Martine Aubry, je ne la critique pas, je l'aime bien, hein, moi. Et puis, comme je suis habitué à son caractère, ça me pose, oui, mais on lui dira, ça me pose moins de problèmes. Mais quand elle écrit à tous les maires, par exemple récemment, en disant, voilà, j'ai dans mon conservatoire municipal que je paie 11 élèves villeneuvois, ça fait 24 000 €. Soit on passe une convention et vous payez les 24 000 €, soit je refuse d'inscrire les élèves villeneuvois. Et que je lui réponds, moi j'ai 42 élèves lillois dans mon école de musique associative et ça me coûte 44 000 €. Comment on fait? Et non, elle n'a pas encore répondu à ce deuxième aspect, mais c'est vrai aussi que non, mais quand on raisonne en termes de métropole, et moi je suis un partisan des métropoles, et je pense même, moi qui suis maire depuis 40 ans, depuis 77 de Villeneuve-d'Ascq, je pense même que c'est nos dernières années et qu'à un moment donné, il n'y aura plus que des métropoles et puis des arrondissements. Mais ça, je veux dire, c'est peut-être mon obsession d'être le dernier maire de Villeneuve-d'Ascq après avoir été quasiment le premier. Mais au-delà de ça, c'est vrai que dans une métropole, on se félicite des mouvements de population. Il y en a qui habitent à Lille et qui travaillent sur Villeneuve-d'Ascq, d'autres qui vont manger sur l'île et qui dorment sur Villeneuve-d'Ascq, d'autres qui vont au cinéma. Bon, il y a des croisements multiples de tout ça. Donc, soit on part du principe que parce qu'on est au centre d'une métropole, on a nécessairement plus de charges et donc nécessairement besoin de davantage de dotations, soit on regarde tous les croisements. Bon, et ça devient très difficile parce qu'il y a des centralités qui sont des centralités principales dans certaines petites métropoles où il y a effectivement une ville-centre. Et puis il y a des centralités multiples. La métropole européenne lilloise, c'est plus de 90 communes aujourd'hui et c'est 1 300 000 habitants. Et Lille, c'est un peu plus de 200 000 habitants. Donc on a des centralités, des charges secondaires. Moi, à Villeneuve-d'Ascq, il y a 45 000 étudiants. Bon, ça rapporte des coûts, ça a aussi des rapports en termes d'attractivité. Donc, c'est pour ça qu'on n'avance pas là-dessus. Parce que c'est compliqué. Quand on part de l'affirmation de principe de la ville-centre, je paie pour les autres, donc je veux être compensé. Bien entendu, il est normal que tous les autres rouspètent un peu. Et quand on essaie de voir quels sont les critères, là, on a aussi des difficultés, car on parlait des logements sociaux tout à l'heure. C'est vrai que, en général, dans les villes-centres, il y a moins de pourcentage de logements sociaux que dans les villes périphériques. Bon, on ne peut pas dire à la fois ces logements sociaux, hein, c'est toi qui le disais il y a quelques instants, ils génèrent des charges ou des fragilités. Bon, on peut relativiser ça. Moi, je dis pas que c'est pas un problème, hein, qu'on se comprenne bien. Je dis que là encore, comme dans le débat précédent, je joue un peu les éteignoirs, c'est vrai dans ces débats et je m'en excuse, mais c'est vrai qu'une fois qu'à la limite on s'est mis d'accord sur le principe, quand on passe au niveau des critères et vu la diversité des situations, on a beaucoup plus de mal à évaluer ce à quoi la ville de Lille a droit par rapport à Roubaix, à Tourcoing ou par rapport à Villeneuve-d'Ascq ou à d'autres, et en fonction de quoi, encore une fois, en fonction de quoi, car il y a d'un côté des charges, c'est vrai, des charges d'entretien de la vie quotidienne, mais il y a parallèlement des recettes, car si les gens viennent charger la voirie, les places, les parkings des villes-centres, c'est parce qu'ils vont y manger, ils vont y travailler, ils vont y boire un verre, ils vont en boîte de nuit. Moi, tous mes étudiants, en semaine, ils sont sur Villeneuve-d'Ascq, 45 000, et c'est vrai que pour la plupart d'entre eux, pendant le week-end, ils vont s'imbiber de bière à Lille. Bon, c'est comme ça, et c'est à peu près comme ça dans toutes les agglomérations. Merci Gérard. Juste un mot pour rajouter, à moins qu'il y ait tout de suite une intervention dans la salle. On peut remercier le combat qu'a mené Jean-Claude pour la DGF, sur la DGF, la réforme de la DGF. Franchement, heureusement que tu es intervenu. Il y a quelque chose qui doit nous unir, c'est de prendre en compte, parce que je pense que c'est indispensable, et ça, on va tous être d'accord,
c'est de prendre en compte les inégalités de pression fiscale rapportées aux revenus. Parce que la seule réponse qu'on peut apporter au monde rural, c'est celle-là. Parce que les inégalités de pression fiscale rapportées aux revenus de chacun, ça c'est une donnée qui est une donnée centrale qui permet de répondre clairement au maire rural qui vous dit oui mais moi ma DGF elle est 2 fois moins importante que la tienne, pourquoi elle n'est pas égale? Eh bien, regardons à ce moment-là clairement quelle est la pression fiscale rapportée aux revenus de chacun, et on verra que les écarts, c'est marqué aussi dans la note, c'est rappelé, mais c'est des fois même supérieur de 1 à 5 dans certains départements. Hein. Faut pas se leurrer. Donc je crois que c'est un élément. J'ai vu qu'il y avait de là-bas une demande d'intervention, c'était pour... C'est encore une, parce qu'on a un 4e point, et nous devons quitter la salle. On a jusqu'à 16h15, oui, mais on a encore un point. Oui, le micro est monté, oui, il est monté, c'est bien. Bonjour, je suis Stéphane Privé, je suis maire adjoint de la ville de Saint-Denis. Vous parliez tout à l'heure de la Seine-Saint-Denis. Saint-Denis n'est qu'une enclave du département de la Seine-Saint-Denis, évidemment, vous l'avez bien compris. Non, je voulais juste donner 2-3... désolé si, pour le contre-jour, si vous ne me voyez pas, mais... Non, mais la lampe est juste... Quoi? C'est la lampe. Voilà. Vous voulez que je me déplace? Oui, ça serait mieux. Ah, Oui, pardon. ça va, parce que... Ça va être un peu plus long, alors. Oh, mais c'est pas grave. Non, mais c'est plus sympa de voir les intervenants. Non, voilà. C'est mieux, là? Dans la lumière? Ah bah oui, on aime mieux. Oui, deux, trois lieux communs. Donc, je disais que j'étais maire adjoint en finance de la ville de Saint-Denis. Toujours la difficulté que lorsqu'on parle des questions de financement des collectivités territoriales, au-delà des aspects techniques et de la défense de nos champs de prérogatives, hein, si je puis dire, en tout cas dans notre capacité à pouvoir les financer, c'est que ça renvoie quand même à des vraies questions de fond politiques, notamment à travers les questions et les enjeux d'aménagement du territoire, pas seulement de nos territoires au sens régional du terme, mais à l'échelle du territoire national. On est confronté, comme vous le savez, sur la Seine-Saint-Denis, mais en l'occurrence sur ma ville, sur Saint-Denis, à des vrais enjeux d'aménagement du territoire, de lutte contre les phénomènes de précarisation, de précarité de la population, etc. Enfin, des enjeux majeurs en termes d'aménagement qui renvoient bien sûr aux politiques nationales. Et j'ai envie de dire qu'il ne faut jamais perdre de vue ces enjeux-là lorsqu'on essaye de réfléchir aux améliorations techniques du point de vue des financements des collectivités territoriales. Ce qui m'en vient à dire, deuxième lieu commun peut-être, en tout cas en termes de qualificatif, il est absolument indispensable, en tout cas pour une commune comme la nôtre et des secteurs comme les nôtres, de conserver des mécanismes de péréquation. La DGF, les baisses de DGF ne sont pas compensées, elles n'ont pas vocation à servir à ça par les mécanismes de péréquation, mais si on n'avait pas le système de péréquation, les baisses de DGF, en tout cas l'impact de ces baisses, serait nettement plus important sur nos capacités à continuer à développer des politiques, notamment de solidarité, mais aussi d'accompagnement des développements du territoire. Tout à l'heure, M. Ressamen parlait de construction de logements sociaux sur le territoire de Saint-Denis et de Plaine Commune, qui est l'ex-EPCI, maintenant EPT. On a livré 5000 logements sur 2016, donc avec effectivement un impact derrière en termes de soutenabilité financière pour accompagner ce développement qui est absolument magistral. Et donc si on n'avait pas les mécanismes de péréquation, on ne sait pas comment on ferait aujourd'hui. Donc il faut effectivement peut-être revoir les mécanismes, comme certains intervenants le disaient, revoir les modes de calcul pour peut-être simplifier, clarifier et mieux organiser les choses pour éviter des contradictions. Mais il faut absolument qu'on ait encore ces mécanismes de péréquation, et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, si on veut avoir une politique cohérente à l'échelle nationale, notamment sur la question des problématiques sociales telles qu'on peut être confronté ou à devoir aller les gérer sur des territoires. Après, sur la question de la centralité, il se trouve que Saint-Denis est la ville-centre du territoire de Plaine Commune, de l'EPT Plaine Commune. C'est la ville qui contribue très fortement au financement public de ce territoire. Et il se trouve qu'en termes de rétrocession que l'EPT reverse à la ville, on est en deçà de ce dont on devrait bénéficier, parce que justement
la question de la centralité n'est pas suffisamment prise en compte. Et là, une proposition, et que je fais notamment dans les instances internes ou sur notre territoire, c'est qu'on a peut-être intérêt à essayer de réfléchir et peut-être construire des budgets en budget consolidé à l'échelle d'un territoire, de façon à ce qu'on ait une vision cohérente, si ce n'est unifiée, mais en tout cas cohérente d'un point de vue budgétaire, et qu'on prenne vraiment en compte les particularités. Et ça renvoie à l'exemple qui nous était donné par le maire tout à l'heure, là, de Villeneuve-d'Ascq, c'est ça? Oui. Voilà, et qui, c'est lui. à travers l'exemple entre les écoles de Lille et son école à lui, etc. Voilà. Je crois que sur ce sujet-là, on a oublié, merci d'avoir rappelé, s'il y a un bon échelon de péréquation, il faudra un jour le jouer, qui est le territoire. Pour s'expliquer un peu, moi je le vois au niveau de la métropole, entre les 19 maires, alors que les sujets étaient tabous. À partir du moment où on a mis ensemble un fonds de péréquation, tout le monde a accepté d'expliquer quel était son niveau d'effort fiscal, quel était son niveau de charge et ses niveaux de ressources. Et progressivement, on a mis en œuvre des mécanismes d'harmonisation qui auraient été impensables si c'était venu d'en haut. Donc on a peut-être, on doit aussi peut-être plaider que de temps en temps, l'enveloppe, alors c'est pas facile, l'AMF est assez hostile à cette idée, et notamment son président délégué, mais probablement que quand même, le territoire, l'intercommunalité est un assez bon échelon de péréquation pour partie, parce que c'est l'échelon où les maires ne peuvent plus raconter d'histoire entre eux, ils savent tout sur leur territoire, et honnêtement, comme c'est plutôt des gens de bonne foi, ils acceptent certains débats et certaines évolutions. Deuxièmement, on n'a pas du tout contesté la péréquation, simplement on a expliqué qu'une péréquation qui se fondait uniquement sur le constat de l'écart des DGF et de la résorption de l'écart des DGF est diabolique pour le monde urbain. Et donc il faut rester extraordinairement ferme. Toute réforme qui se contenterait de réduire les écarts de DGF par tête est terrible pour nous. C'est pour ça que j'ai une certaine fierté, et je l'assume, à avoir pas cessé jusqu'à emmerder le monde. Je m'excuse, mais de temps en temps, dans ce pays, il faut être, j'ai envie de le dire, je prends le terme, emmerdeur. Parce que c'est à force de répéter qu'on finit quand même par faire pénétrer une idée. Pour faire la parenthèse. Par contre, on a dit, à ce moment-là, il y a 3 critères. Les charges de centralité, nous n'arriverons jamais à les définir. Le bon critère, c'est la démographie. Il faut sortir cette courbe, que j'appelle les charges de densité. On voit qu'en fonction de la densité de la population, les charges augmentent. Ça, c'est objectif. Et ça évite les effets de seuil. Vous avez une lisibilité de l'indexation des charges sur la densité. Puis après, vous avez le critère des ressources, pas facile à évaluer, parce qu'il y a des valeurs locatives qui, si elles ne sont pas révisées, on a des images qui sont un peu déformées, mais même si elles sont déformées, les écarts. Moi, je crois beaucoup. C'est comme les statistiques. La statistique parfaite qui arrive trop tard, j'en ai rien à foutre. Elle ne m'est pas utile. Une statistique incomplète qui arrive à temps, elle m'est utile. Et surtout, la succession des statistiques, même comportant les erreurs, l'évolution de statistiques erronées donne la bonne pente dans un sens ou dans l'autre. Donc, les ressources, améliorées dans leur évaluation, et le troisième composante, qui n'est pas l'effort fiscal comme on l'a souvent présenté, c'est-à-dire le produit par tête, mais l'effort fiscal rapporté aux revenus. Et ça, c'est tout à fait essentiel avec la prise en compte des dégrèvements, ce qui n'est pas un exercice facile, parce que s'il y a de l'effort fiscal brut et net, mais à partir de ces 3 critères, on peut faire cheminer la péréquation et qu'elle soit équitable et juste. Mais là aussi, ça ne sera pas facile, parce qu'on a plusieurs systèmes aujourd'hui, et progressivement les rassembler, ce n'est pas un petit exercice. Il y a, vous savez, DSU, DSR, FPIC. Voilà. Un dernier mot sur la péréquation, puis après on passera au quatrième point. Paris et la péréquation, en général, c'est un sujet assez difficile, mais pour quelqu'un qui contribue beaucoup, mais c'est normal, hein, 550 millions d'euros par an et presque un quart maintenant des fonds nationaux pour Paris. 2 choses. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, et puis la maire de Paris s'est exprimée d'ailleurs plusieurs fois sur
notamment le caractère territorial de la péréquation, notamment dans la métropole parisienne. Ça, c'est évidemment un point important. Deuxième point, quand même, les écarts aussi de revenus, c'est-à-dire c'est pas tout à fait pareil si une ville a la même richesse moyenne, le même effort fiscal moyen, les mêmes ressources moyennes, mais si c'est très bien réparti ou s'il y a des grandes poches de pauvreté. Je ne dis pas ça d'ailleurs nécessairement pour Paris, même si moi, je suis élu du 20e arrondissement où il y a quand même des coins entre le périphérique et les maréchaux qui sont très difficiles. Mais il faut aussi prendre en compte les écarts. À mon avis, il faut enrichir un peu les critères. Je ne sais pas si c'est... enrichir les critères de la caractéristique aussi sociale de la ville. Et pas forcément facile, mais notamment les écarts de revenus au sein de la ville. Et puis, troisième chose, ça, là aussi ça peut faire débat, mais pour les villes importantes comme Paris et d'autres, moi je regrette que tout passe par le fonctionnement, qu'on ne puisse pas aussi avoir une partie de la péréquation en investissement. Je dis ça, c'est pas forcément mieux parce qu'il faut s'endetter de toute façon ou avoir de l'épargne, donc ça change pas, mais qu'on puisse là aussi contractualiser avec soit la métropole, soit des villes pour faire finalement de la péréquation par projet sur des thématiques qui sont partagées entre élus locaux, sur la transition énergétique, le logement, les transports par exemple. Je pense que ce serait bien qu'une partie de la péréquation puisse être finalement dirigée vers des projets en investissement. Voilà, ce serait une proposition possible. Julien me donne, si tu permets, Monsieur le Président, Julien me donne une occasion de relativiser un peu le débat sur la centralité. Paris est à la fois le centre de notre métropole du Grand Paris, c'est aussi le centre du pays. Et à cet égard, on est un peu jaloux, nous, dans la métropole du Grand Paris, du reste du pays, qui nous le prend pour partie. Mais ceci dit, on a développé en Île-de-France l'intercommunalité beaucoup plus tard que dans le reste du pays, parce qu'on était beaucoup moins sensible à cette notion de ville-centre et de ville moins importante qui entoure la ville-centre. Donc on a développé, je reviens sur Saint-Denis, il y a deux territoires qui se sont développés de manière très intégrée, non pas autour d'une ville-centre et de villes autour, mais à partir de villes relativement complémentaires qui ont choisi de travailler ensemble. GPSO et Pleine Commune sont les deux agglos qui sont allés très loin dans l'intégration sur deux modèles partisans un peu différents, mais qui sont allés à des résultats tout à fait exceptionnels. Je salue ce qu'a fait Pleine Commune et Patrick Brauzek, comme je suis fier de ce que nous avons fait à GPSO. Mais on n'avait pas, même si Saint-Denis est un peu le centre de Pleine Commune, ça n'est qu'un peu. Et nous, à GPSO, on n'a pas de ville-centre. Donc ça nous permet d'avoir un regard un peu extérieur sur ce débat. Mais à cet égard, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure entre la Seine-Saint-Denis qui est pauvre en Île-de-France et qui est riche dans le pays. Pourquoi ? Parce que finalement, le coût de la vie en Île-de-France est très élevé. Comme le coût de la vie est très élevé, les salaires sont d'autant plus élevés. Du coup, l'immobilier, le logement, les loyers, etc. sont plus élevés. Donc tout est plus élevé. Donc les valeurs locatives sont plus élevées. Donc quand on taxe une péréquation sur la valeur locative, qu'on soit à Seine-Saint-Denis ou dans les Hauts-de-Seine, boum, on va payer. Les valeurs sont plus élevées que dans le Cantal. C'est comme ça. Donc là aussi, c'est du fait que l'agglomération parisienne joue un rôle de centralité dans le pays. Et donc cette centralité, il faut la relativiser, la décliner à tous les niveaux, comme des poupées russes aussi. Oui. Je crois que c'est important d'arriver à avoir ça en tête si on veut essayer de parler calmement des sujets. Alors, mais je crois d'abord, on en a parlé calmement. Et un mot encore pour répondre à notre collègue de Saint-Denis. Non, un mot pour répondre à notre collègue de Saint-Denis. Je pense qu'il est essentiel, à partir du moment où on est allé assez loin dans l'intégration, de parler effectivement au niveau du bloc et non pas de chaque commune. C'est le bloc du territoire et de ses villes qui doit être pris en compte, et pas chaque ville. Là, honnêtement, qu'une part de l'enveloppe de péréquation soit discutée au niveau du territoire de l'Interco, ça c'est une vraie idée, parce que là, on ne peut pas se raconter d'histoire. Les maires, entre eux, quand ils sont autour de la table, ils sont forcés de mettre carte sur table. Et quand on met carte sur table et qu'on est de bonne foi, ce qui est le cas quand même, en général d'un maire, on fait progresser, y compris en disant on met 5 ans pour faire les harmonisations, mais on voit bien qu'on a là un outil de cohérence de territoire. Dernière chose, alors là, si vous dites j'ai le goût du paradoxe, il faudra aussi garder des différences. La décentralisation, qu'on le veuille ou non. Après tout est centralisé. Je veux voir qu'un seul homme, une seule file. Il faut aussi qu'on dise qu'il faut réduire certaines inégalités, mais attention, la décentralisation, elle débouche sur des différences. Il y a des territoires où il y a des talents, il y a des territoires où il n'y en a pas eu. Moi, je connais quand même dans mon département des territoires où ils n'ont pas eu les usines. Il y a 40 ans, les maires ne voulaient pas d'ouvriers sur leur territoire.
Et ils pleurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'usine. Ils ont fait des choix politiques. Bon, je le dis souvent à certains... Non, je n'attaque. En plus, lui, il a pris plein d'usines. En plus, c'est pas vrai. Sablé, alors là, franchement, le Teul et lui ont vraiment attiré beaucoup d'entreprises dans leur ville. Inversement, quand je vois un maire rural qui pleure parce que ses écoles plongent, je lui dis, tu sais, tu prendrais quelques réfugiés dans ton village. Tu ne peux pas imaginer la chance qu'il donnerait à ton village. Alors, il roince un peu, puis il finit par dire, il n'est pas bête ce qu'il nous dit. Oui, il y a aussi des moments où, selon ce qu'on choisit, on a, quelques années après, de la prospérité, on a de la misère, on a de la différence. Il ne faut pas traduire toutes les différences comme des injustices. Il y a des différences qui résultent de différences de talents. On fera la péréquation sur les talents également. On passe au quatrième point, qui est le transport urbain. Alors, un soulagement. Hier, je n'ai entendu personne parler du VT. Oui, mais c'est pas mal. Le silence sur certains sujets vaut mieux que tous les débats, puisque nous avons vu les deux majorités. On a mené des batailles sur le VT par deux fois, et donc de ce côté-là, c'est la continuité dans l'erreur l'emporte toujours sur l'alternance. En finance locale, en tout cas, c'est vrai. Donc voilà, sur les transports collectifs, qui est un sujet à l'évidence important, j'ouvre le débat sur le troisième. Alors, pour moi, le sujet, c'est d'abord, on ne touche pas au VT, parce que vous le savez, sans le versement transport, je pense que dans tous nos réseaux, les ressources des usagers, c'est 30% des ressources. Les réseaux, c'est autour de 30%. Bon, 30%, 70%, c'est très clair. Sans le VT, on ferme nos réseaux. Donc il faut être d'une très grande vigilance. Oui, mais comme... Alors heureusement, je vous dis, personne n'a eu la mauvaise idée de se lancer. C'est ce qui prouve qu'on est capable de passer quelques messages sur le thème. Il y a des sujets tabous. On ne touche pas. L'ethnologue que je suis, toujours pensé qu'il y a des interdits. Et ce qui manque dans nos sociétés, c'est ce qu'on connaît, nous, chez les sociétés sans État. Il y a des trucs, tu n'as pas le droit d'y toucher. C'est un interdit, c'est un tabou. Et donc je pense que le VT, c'est un interdit et un tabou. Bon. Comment ? Il y a les totems, oui. Mais je voudrais une conclusion là-dessus sur les interdits et les tabous tout à l'heure. Je passe sur le... Vas-y, sur le... Est-ce que je peux briser un tabou ? Tu me le permets ? Bien sûr. Si, il faudrait le faire évoluer, le VT, comme il a su évoluer à un moment. Si on veut continuer à pouvoir investir, il faut qu'à un moment, on puisse avoir, comme avait fait un gouvernement, fort bien inspiré à cet instant, que pour les futures constructions, pour les allongements de lignes, pour les nouvelles lignes, on puisse porter de 2 à 2,2, par exemple, le versement transport. Moi, je pense sincèrement qu'on va être confronté à un moment, à nouveau, à ce besoin d'investissement. Or, si nous ne trouvons pas des ressources nouvelles, je suis d'accord, on ne touche pas à l'existant, hein, ça, on n'y touche pas. Mais il faut qu'on fasse preuve d'imagination pour permettre demain qu'il y ait à nouveau des investissements dans le domaine des transports. Je prends cet exemple-là. Je vais en prendre un deuxième. Je ne sais pas, je n'avais pas suivi ce sujet. Je ne sais pas quel est le gouvernement, ça doit être le dernier là d'ailleurs, qui avait supprimé la possibilité d'avoir des taxations temporaires sur, par exemple, les billets de train pour rénover les gares. Je ne sais pas, j'ai appris ça. Oui, ça se fait pour les aéroports. J'étais avec Guillaume Pépi l'autre jour, je lui disais, voilà, la gare de Dijon, qui est une grande gare ferroviaire, elle n'est pas accessible aux personnes handicapées. C'est 25 millions d'euros d'investissement pour mettre des escaliers avec les quais, etc., etc. 25 millions. On en a mis 10 ou 12 ou 15 dans le contrat de plan, mais on n'a pas pu mettre les 25. On aurait une taxe de 50 centimes d'euros par billet de train vendu. Là, on financerait sans problème. Il m'a dit, mais il faut le faire. Et on a fait vérifier, la loi l'interdit. Donc, il faut qu'on fasse preuve quand même. Oui, ça existait, c'est pour ça que je le dis. Il faut qu'on fasse preuve quand même, si on veut à nouveau avoir des investissements conséquents sur notre territoire, de nouvelles possibilités de financement des investissements à travers
des innovations, on peut dire, des innovations comme celle-là. Je suis persuadé que tous les voyageurs de la gare de Dijon seraient prêts à payer 50 centimes sur un billet de train, de TGV, surtout quand on voit le prix des billets de TGV, pour avoir une gare accessible et non pas... Voilà, c'est un exemple. C'est comme pour demain, pour les transports, tram, modernisation et autres modernisations de nos investissements. S'entend, moi je pense qu'un jour, il faudra éventuellement faire évoluer, juste pour ce point-là, le versement de transport. Sinon, on n'y touche pas. J'ajouterais simplement un mot en disant que pour un certain nombre d'infrastructures de transport, c'est du très long terme. Faire payer les usagers d'aujourd'hui pour quelque chose qui sera utilisé encore dans un siècle, c'est le cas du métro parisien, qu'on a fini de payer il y a quelques années seulement. Ça me remet en perspective aussi, c'est même plus de l'amortissement, c'est au-delà de l'amortissement. Et aujourd'hui, on finance le Grand Paris Express en disant si le métro n'avait pas existé il y a un siècle, on le regretterait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on regrettera dans un siècle qu'on n'aura pas réalisé aujourd'hui? C'est ça. Comment on le finance? On le finance notamment par une part d'emprunt. Ça ne peut pas faire autrement. C'est typiquement le genre d'investissement qu'il faut notamment faire payer par emprunt. C'est évident. Avec des durées d'amortissement non compatibles. Absolument. Hein, donc des surcharges au niveau des budgets. Absolument. On sort de la notion d'investissement. Et puis moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Vérifiez bien ou faites vérifier votre versement transport parce que vous avez des écarts notables en termes de perception. Sur le financement des transports, est-ce qu'il y a des interventions? Oui, une intervention. Il se trouve que j'ai été assez longtemps vice-président du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, avec un problème financier assez considérable. Alors, à la limite, je vais peut-être choquer les élus qui ne sont pas franciliens, mais chez nous, il y a une particularité. L'usager ne paye que 20% du titre de transport. Ce qui, par rapport à ce que vous connaissez tous, probablement serait un cadeau de Noël pour vos habitants. Et en même temps, si on interroge un usager d'Île-de-France, surtout dans la partie périphérique, comme il est à la fois très dépendant et que les transports ne sont pas souvent de très grande qualité, il considère que c'est considérable. C'est monstrueux. Après, sur le VT, y toucher aujourd'hui n'aurait pas de sens parce qu'on n'a pas de plan B. Pour autant, on a parlé tout à l'heure d'investissement, mais il faut aussi savoir, moi je prends l'exemple de la ville de Juvisy dont j'ai été maire pendant longtemps, simplement le fait d'annoncer l'arrivée d'un tramway qui n'existe pas encore a fait augmenter globalement le foncier et l'accueil d'entreprises de pratiquement 25%. Ça ne m'aurait quand même pas choqué à un moment que ce qui a bénéficié à la ville, malgré tout, sur sa fiscalité, retourne d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau de la ville ou au niveau de l'agglomération, au financement de, globalement, ce qui concourt à un grand territoire. De ne pas toucher au VT, je suis d'accord. Inventer éventuellement, notamment sur l'enrichissement du territoire, des ressources un petit peu modernes, peut-être au niveau de l'agglomération, en l'occurrence du Grand Paris ou l'établissement territorial, ne me paraît pas absolument un tabou. Est-ce qu'on ouvre, parce que j'ai l'impression que sur le transport, on a encore un tout petit peu de temps, est-ce qu'il y a des questions qu'on n'aurait pas évoquées et que vous souhaiteriez soulever? Parce qu'on a pris 4 sujets, ce n'était pas exhaustif. Moi, je crois que c'est bien aussi s'il y a un sujet qui mérite un questionnement, une interrogation. Est-ce qu'on a vraiment parcouru tout le périmètre ou est-ce que vous sentez que tel ou tel sujet n'aurait pas été abordé? C'est un test aussi pour voir si on a été exhaustif ou pas. Ben, c'est pas mal, on a l'impression qu'on n'a rien oublié, ce qui est plutôt bien. Hein. Alors, quelques mots de conclusion. D'abord, on va faire un document de synthèse. On va le diffuser après tout. La campagne électorale n'est pas terminée. C'est pas mal que ce document qui fait consensus, moi j'aime beaucoup. Franchement, nos débats, j'aime bien parce que je vois bien que quand on est des gestionnaires, il y a les idées, c'est vrai, d'un côté, mais il y a fondamentalement, il y a des règles, il y a des dépenses, il y a des recettes, pour mieux équilibrer les recettes et les dépenses. C'est tellement simple, pour mieux faire des choses qui correspondent aux besoins de la population, les faire raisonnablement. Il faut de la continuité, et nous savons qu'il faut de la continuité pour réaliser, qu'il ne faut pas trop promettre si on veut garder du crédit. Enfin, il y a 3-4 trucs simples qui fait qu'on est quelquefois là depuis longtemps avec nos concitoyens. Voilà ce que je peux dire. Merci en tout cas de ce débat. En même temps, c'est vrai aussi, moi ce qui me frappe,
il y a beaucoup d'ateliers thématiques autour de nous, c'est que les questions financières sont peu abordées dans les ateliers thématiques. Je pense que l'enjeu qui nous reste, c'est lorsqu'il y a c'est merveilleux le développement durable. Mais quand à un endroit on parle de développement durable, qu'on regarde quels sont les financements durables pour accompagner le développement durable. Quand on parle de sécurité et de police, là aussi, quelles sont les dimensions financières du débat. Je souhaite vraiment qu'on soit désenclavé. C'est-à-dire qu'en débat entre nous, on est plutôt d'accord. Nos débats ne pénètrent pas assez souvent les débats sectoriels dans nos associations. Donc vraiment, je voudrais que ça pénètre un petit peu de ce côté-là les autres débats. Écoutez, merci et bonne fin de journée. Merci en tout cas à toutes et à tous.